Hey, salut! Bienvenue ou re-bienvenue au podcast Briser la glace, épisode enregistré le 14 août 2024. Programme fort simple aujourd'hui, je vais faire un retour sur le tournoi Hlinka Gretzky. Je vais vous faire part, beaucoup trop tôt, de quelques coups de cœur potentiels en vue du repêchage 2025 de la Ligue nationale de hockey, ainsi que quelques joueurs que, je crois, pourraient partir déjà avec une strike dans mon cœur. Je suis quand même très excité par l'épisode d'aujourd'hui parce que ça me permet de vous parler de joueurs dont on ne peut ou pas parler jusqu'à présent, même si, évidemment, il est encore beaucoup trop tôt quand on y pense, mais je suis énervé, qu'est-ce que vous voulez, tu sais. Mais tout d'abord, j'aimerais faire un court retour sur le dernier épisode dans lequel je faisais un classement des banques d'espoir à travers la Ligue nationale de hockey. Si tu n'as pas écouté cet épisode-là, je t'invite à aller le faire après celui-ci. Dans ce segment-là, en fait, c'est ça, je me critiquais moi-même en cours d'exercice parce que je comptais les joueurs déjà établis dans la Ligue nationale, mais je les comptais pas à 100%. Puis je pense que, bon, ça va peut-être pu déplaire à quelques personnes, là, puis c'est ça, je me critiquais moi-même en le faisant, mais j'aimerais juste remettre en contexte mes intentions puis ma méthodologie derrière cet exercice-là, que j'avais peut-être mal expliqué ou mal nuancé du moins. Tout d'abord, tu sais, faut remettre en contexte, quand on fait ce genre de classement-là, des classements d'espoir, ben il y a plein de moyens de le faire. Normalement, quand on parle d'espoir, on parle de joueurs généralement, bon, de moins de 22-23 ans environ, mais qui sont pas établis dans la LNH. C'est généralement ce genre de classement-là qu'on voit, ce qui donne, je trouve, pas vraiment l'heure juste. Parce que si on veut voir vraiment c'est quoi le futur de l'équipe, on se doit un peu d'inclure là, ces joueurs-là, même s'ils font partie du présent. On voit aussi sinon des classements de joueurs de moins de 22 ou 23 ans seulement, peu importe la ligue, ce qui donne à mon avis un meilleur portrait si on regarde c'est quoi le futur d'une équipe. Mais en même temps, si on parle d'espoir, c'est un peu erroné comme exercice parce que comme je disais, normalement les espoirs, c'est des joueurs non établis, tu sais. Fait que là, c'est ça, dans tous les cas, peu importe la manière qu'on le fait, c'est souvent arbitraire, je trouve un peu, puis ça évalue pas tout, ni tous les scénarios. Fait que ce que j'avais fait dans cet exercice-là lors du dernier épisode, je l'avais expliqué, mais c'est ça, j'étais peut-être passé vite un peu là-dessus, c'est que j'avais évalué 300 quelques joueurs, une note sur 100, là, rien de trop complexe, c'était juste long, mais c'est ça, j'avais généré avec ça une affaire comme 8 classements différents. Fait que tu sais, des classements justement des joueurs de moins de 22 ans, classement des joueurs non établis dans la LNH, mais j'avais aussi des variations qui incluaient là, certaines affaires dont, mettons, seulement les 5 meilleurs attaquants de chaque banque pour voir c'est qui avait le meilleur comme high-end. J'avais également des classements qui évaluaient la profondeur des banques d'espoir, etc., etc. Fait que j'avais comme 8 classements différents que j'avais fait. Puis j'avais fait une moyenne de tous ces classements-là pour arriver à mon classement final. Fait que c'est pour ça que les joueurs qui sont jeunes mais établis dans la LNH, je disais qu'ils comptaient, mais pas dans tous mes classements. Parce que ce que je vous présentais, c'est peut-être ça qui a mal été compris, c'était une moyenne de toutes les manières pertinentes de classer les banques d'espoir. Donc bref, c'est ça. J'espère que maintenant ça fait plus de sens. Au final, peu importe le modèle utilisé, je pense qu'il va toujours avoir des choses à chialer. Il n'y a rien de parfait. Je pensais, c'est ça, qu'en faisant ça, en faisant une moyenne de plein de classements, ça réglerait le cas, mais c'est ça. Je suis peut-être à côté de la traque ou pas, bref, je suis parfois un peu dur envers moi, même ça reste du divertissement calvase. Donc c'est ça, aujourd'hui, je voulais faire un retour sur le tournoi Hlinka Gretzky ainsi que le Summer Showcase. Là, je ne l'ai pas dit en introduction, là, mais ça va un peu ensemble. Mais plutôt que vraiment là, passer en revue ce qui s'est passé lors de ces compétitions-là, je vais les intégrer à travers de la conversation aujourd'hui qui tourne autour en fait des espoirs là, de la QV 2025. Donc c'est ça, on va en parler à travers de ça. Parce que pour être honnête, j'ai peu écouté le Summer Showcase. Ça prenait un abonnement qui était beaucoup trop cher pour ce que c'était. J'ai quand même réussi à mettre la main là, sur quelques games ou quelques shift by shift de joueurs. C'est ça, puis c'est qu'il y a beaucoup de joueurs étoiles qui ont même pas joué tous les matchs de cette compétition-là. Tu sais, comme par exemple Ryan Leonard puis Gabriel Perreault. Ils ont joué le premier match, jumelé avec James Higgins, et c'était tout simplement magique. C'était à mes yeux une version améliorée du trio avec Smith. Mais c'est ça, au final, ils ont juste joué 2 des 4 matchs de la compétition, là, Leonard puis Perreault, fait qu'on les a même pas vus pour... ça, on les juste 2 matchs, fait que c'était plate un peu. Puis je dis compétition, mais
n'y a pas de carotte au bout du bâton dans cette compétition-là. C'est parfois du jeu très mou. C'est vraiment plus un showcase. C'est ça. Il n'y a pas toujours de l'intensité. J'ai quand même écouté, comme je disais, certains shift by shift qui étaient disponibles, certains résumés de highlights des parties également. C'est sûr, il y a des games là, que j'ai réussi à mettre la main dessus, mais j'ai pas tout vu. James Higgins m'a paru être un des meilleurs joueurs sur la glace en tout temps. Puis tu sais, je disais lors du dernier épisode que des gars comme Porter Martone pourraient challenger James Higgins pour la première place lors du repêchage 2025. Mais je pense que ça va rapidement se confirmer que Higgins il est loin devant tout le monde. Un peu comme Celebrini l'an dernier, tu sais, si on remonte à v'là un an, Celebrini, Yzerman, Demidov étaient pas mal tous au même pied d'égalité, mais rapidement, début de saison, Celebrini c'est et j'allais dire évaporé, mais parti en échappé. On va y aller d'une métaphore de hockey. Fait que c'est ça, Higgins il a vraiment montré que son sens du hockey il est largement supérieur aux autres. Toutefois, c'est ça, j'ai juste vu une game de Martone. Martone le voir dans pas long. Mais il semblait jouer sur ce qui est, je crois, un 4e trio avec Malcolm Spence, lui aussi éligible cette année. Donc, le plus jeune joueur là, probablement de la compétition. Puis il y avait également Cole Beaudoin. Donc, c'était pas le meilleur scénario pour produire. On s'entend que c'était vraiment un super beau 4e trio. Mais bon, Martone n'était pas nécessairement jumelé là, avec des gros play drivers. Mais j'ai aimé l'implication, le jeu physique. J'attends donc impatiemment, c'est ça le début de la saison pour le voir produire. Je pense qu'il va tout péter en OHL. Mais malgré ça, je pense que James Higgins va être le numéro 1 incontesté assez rapidement en cours de saison. Higgins a le potentiel de devenir un excellent play driver. C'est quoi play driver en français? Un conducteur de jeu? Conducteur, c'est bizarre. En tout cas, fait que Higgins a le potentiel de devenir un excellent conducteur. Contrairement à Danny Heatley. On le salue. Sinon, ben, les Finlandais, Jesse Nurmi, qui est un espoir des Highlanders, et Topias Ininen, espoir boudé lors du dernier repêchage et qui était un favori de plusieurs, qui va être éligible encore cette année en tant que overager. Ben, ces deux Finlandais-là ont, entre autres, très bien paru. J'ai aussi adoré là, les quelques séquences que j'ai vues de mes chouchous, Ryan Leonard, T. Jigenla, Beckett Seneca et AJ Spellecy. Leonard, quand il a embarqué, là, poup, 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 poup. Hey, oublie ça, là. Leonard, c'est une machine, là. Oh boy, je l'échappe. Fait que c'est ça. Fait que j'ai beaucoup aimé là, ce que j'ai vu de ces joueurs-là. Puis j'ai tout détesté de Cole Yzerman lors du Summer Showcase. 1 but, 0 passe en 3 matchs. Même Spellecy a eu plus de points. Quant au Linka, bon, c'était un peu plus intéressant comme compétition parce que c'est ça, il y avait à carotte au bout du bâton. Mais j'avais un peu mis la table quand je parlais du U18 qui va s'en venir au printemps prochain. Comme quoi que... puis c'est ça, c'est applicable aussi au Linka, mais je pense que je n'avais pas spécifié que ça va être un contenu très dilué. C'est ce qui est arrivé au Linka, compte tenu que la majorité des espoirs de premier plan sont tous des late, donc des joueurs là, nés entre la mi-septembre et la fin décembre, qui sont donc pas éligibles à ce tournoi-là, compte tenu que c'est un tournoi U18, puis qui vont jouer leur saison de 18 ans. Donc pas de Higgins, pas de Martone, pas de McQueen, Spence, Hensler, Eklund, Carbonneau, Zonon, Lakovic, Hutchison, Réon Morland, Daigle, Gavin, etc., etc. Beaucoup de noms aussi que je vous ai nommés qui vont être des candidats top 20 dans la QV, beaucoup même top 10 ou top 5. Puis en plus, dans le Linka, contrairement au championnat U18, le programme de développement américain ne joue pas. Fait que c'était très dilué, disons-le comme ça. Pas le tournoi le plus intéressant, mais j'ai écouté quelques matchs quand même. Surtout des shifts isolés là, de certains joueurs clés, parce qu'il y avait quand même là, des joueurs intéressants. Je vais y revenir là, en cours d'épisode. Parce qu'il y a ça aussi avec ce tournoi-là. On est excité, on a hâte, parce que c'est le seul hockey qu'on peut se mettre sous la dent pendant l'été. Mais on va se le dire, c'est pas tout le temps excellent comme tournoi. Puis aussi, c'est que tous les joueurs qui sont là sont forcément des joueurs éligibles au repêchage ou soit cette année ou dans les années à venir. Fait que tous les joueurs sont à regarder puis à évaluer. Fait que c'est impossible de faire une bonne évaluation de tous les joueurs, à part
si on focus, c'est ça, à 100% sur un joueur ou deux joueurs en particulier à chaque chiffre, ben là, on peut vraiment faire une évaluation accurate de ces joueurs-là. Mais si tu essayes de scouter les 10 joueurs que ça à glace en tout temps, sans parler des gardiens, ben c'est ça. Ça devient un petit peu plus difficile. Fait que c'est ça. J'aime pas me servir de ces tournois-là, que ce soit le U18, le Linka ou quoi que ce soit, comme base d'évaluation. Parce que c'est ça. Il y a beaucoup de mes évaluations qui viennent des observations du jeu sans la rondelle. Puis malheureusement, ben, c'est pas ça qui t'attire le regard si tu essaies de suivre la game en entier puis de regarder les 10 joueurs, tu sais. Fait que j'ai pas tout vu. Il y a des détails qui m'ont assurément échappé. Mais il y a quelques joueurs que j'ai regardé vraiment les shifts au complet d'eux autres. C'est ça, il y a quelques joueurs que j'ai suivis puis que j'ai regardé un peu plus inévitablement. Je vais en glisser, comme je disais, là, quelques mots quand je vais parler d'autres joueurs plus tard. Fait que c'est un bon moment d'ailleurs pour rappeler que tout ça, c'est mes premières observations de ces joueurs-là qui vont être repêchés dans 1 an. Fait que ça peut évoluer beaucoup. Puis que pas mal toutes mes observations des joueurs dont il est question aujourd'hui datent de l'an dernier ou de ces compétitions-là qui viennent d'avoir lieu. Fait que c'est des échantillons très limités qui risquent de changer énormément en cours de saison. Fait que gardons ça en tête. Je vous en parle très tôt, voire même beaucoup trop tôt, parce que probablement que mes opinions de ces joueurs-là vont changer ou évoluer, je devrais dire, énormément en cours de saison. Mais c'est du divertissement, puis je veux vous donner ce petit bonbon-là pour ceux pour qui ça intéresse. Lors du dernier épisode, je l'ai mal prononcé, mais en tout cas, on ne le reprendra pas. Je parlais d'Émile. On va le reprendre finalement. Lors du dernier épisode, je parlais qu'Émile Guité pourrait être le sauveur de la Q cette année, puis arrêter la triste séquence en fait de ne pas avoir de joueurs sélectionnés dans la première ronde. Guité va être certes un candidat intéressant pour grimper dans les classements et finir là, probablement en milieu de première ronde. C'est un marqueur de but exceptionnel. Il y a un des très bons lancers de ce repêchage. Sauf que il y a 4 autres gros noms potentiels que je vois dans la Q. Parce que oui, je pense que cette année pourrait être une année exceptionnelle pour cette ligue. Je dis pas que les 5 vont sortir en première ronde, mais ce serait très cool de voir 2, 3 voire même 4 de ces joueurs-là être repêchés en première ronde lors du repêchage 2025. Le plus connu du lot, celui qui est généralement classé le plus haut, ben c'est Caleb Desnoyers, joueur que j'adore. Me demande d'ailleurs si c'est le fils de Dan Desnoyers. En tout cas, plusieurs d'entre vous l'ont probablement plus vu jouer que moi, je vous le cacherai pas, tu sais. De ce que j'ai vu de lui, j'ai adoré honnêtement, entre autres sa capacité à changer le tempo en zone offensive, à retarder le jeu avant de servir une passe létale, mais également sa capacité de marqueur. Il a un excellent lancer, des bonnes mains. Il semble bien se servir également de son gabarit de 6 pieds 1, 6 pieds 2 pour protéger la rondelle. En plus de déjà avoir un bon jeu sur 200 pieds, un excellent coup de patin. Il me semble être un dual threat avec tous les outils qui crient une sélection top 15, peut-être même top 10, surtout considérant que c'est un joueur de centre. Fait que si j'avais dû faire un top 15 ou top 20 plutôt qu'un top 10 préliminaire, Caleb Desnoyers aurait fort possiblement été le prochain nom à sortir. Mais là, c'est ça, je me suis limité à un top 10 malheureusement, mais c'est ça. Aussi, c'est intéressant, je l'ai vu tourner sur lui-même à quelques occasions, ça à glace. J'ai appelé ce move les vrilles de Caleb. Pour les plus jeunes, là, tapez sur YouTube Caleb Cheval Marina, puis remerciez-moi plus tard. Un autre gros nom de la Q à surveiller cette année, c'est Justin Carbonneau de Blainville-Boisbriand. Carbonneau, il a tous les outils pour devenir un gros riser cette année. Il a un profil excessivement attrayant pour les équipes de la LNH. Puis je pense qu'il pourrait être un candidat plus qu'intéressant pour les équipes qui repêchent, mettons, entre 20 et 32. Gros allié, très dangereux autour du filet, agressif, bon patineur avec un excellent lancer. Puis je pense que c'est un distributeur sous-estimé également. J'ai des questions peut-être par rapport à son hockey IQ qui me semble inconstant, puis parfois son implication également défensivement. Mais bon, ça reste à voir. Il n'a pas joué son année de repêchage encore. Mais définitivement un gars que j'ai hâte de voir, qui pourrait très bien se ramasser dans mon top 15 cette année s'il montre son implication justement défensive puis tout ça.
parce que c'est le genre de joueur que j'aime beaucoup. Sinon, il y a Alex Wang, un autre nom que je crois qui pourrait grimper les listes, surtout compte tenu que c'est pas particulièrement l'année la plus forte pour les défenseurs. Wang qui est un défenseur là, droitier, donc il y a tout qui joue en sa faveur justement pour être intéressant. Je l'ai moins vu jouer que mettons, Desnoyers et Carbonneau. Fait que je peux pas trop me prononcer encore dessus, mais j'aime beaucoup ce qu'il apporte, sa mobilité puis tout ça. Donc, Alex Wang, surveillez ça cette année. Évidemment, plein de noms à surveiller. Lecomte et Daigle, qui a été considéré comme étant un choix de première ronde. Son étoile a pâli un petit peu. J'espère qu'il va rebondir cette année, là, mais c'est pas de lui que je veux parler. Un autre gros candidat pour riser, puis peut-être sortir en première ronde, qui sait. C'est le Montréalais Bill Zonon, qui joue pour Rouyn-Noranda. Il est gros, il est puissant, il montre des beaux flashs de finition autour du net, mais le hype autour de lui semble pas aussi gros que j'aurais cru, du moins pas au Québec. Je pense qu'à l'extérieur du Québec, les gens l'apprécient plus qu'au Québec. Weird. Je comprends que c'est un très late, puis qu'il y a davantage le profil d'un joueur nord-sud instinctif plutôt qu'un manieur cérébral, mettons. Mais les aptitudes physiques puis le gabarit sont tellement intéressants dans le cas de Zonon. Je pense que c'est le genre de gars qui pourrait devenir un grinder two-way de bottom six très efficace au prochain niveau. Puis je vois des équipes des équipes de série être tentées par ce genre de profil-là. Donc, à suivre. Je disais l'an dernier m'en vouloir d'avoir très peu écouté la Q. J'ai quand même beaucoup de ligues à couvrir, là, on s'entend. Puis c'était pas une grosse année pour la Q, fait que c'est pour ça que j'ai peut-être délaissé un petit peu. Mais cette année, il y a vraiment trop d'espoir intéressant pour passer à côté. Puis je vous invite à faire de même. Donner de l'amour à la LHJMQ cette année. J'ai même l'intention, ça, de me déplacer pour aller voir quelques matchs en personne. Parce que c'est important de mettre en contexte qu'il n'y a aucune équipe dans un rayon de 100 km autour d'où j'habite. Là. Fait que bref. Si vous voyez un gars avec un t-shirt de Boston College puis une casquette des Ducks, c'est moi. Je porte juste ça dans la vie. Puis non, je ne trippe pas sur Cutter Gauthier. Ça donne juste de même. J'ai fait un petit sondage par ailleurs par rapport aux joueurs de la LHJMQ éligibles au repêchage 2025. Je vous demandais, en fait, à part Desnoyers puis Guité, c'était qui votre espoir préféré en vue de ce repêchage-là? Vous avez répondu, il y a 54 personnes qui ont voté, donc 46% d'entre vous ont voté pour Gabriel Daigle, le grand gardien, comme que je disais que si on remonte là, il y a 1 an ou 2, on parlait de lui comme possiblement le prochain Carey Price. Son étoile aurait pâli un petit peu, mais il n'est pas trop tard. Tout se joue à l'année de repêchage. Si Gabriel connaît une excellente saison, il pourrait lui aussi devenir un choix de première ronde. Ensuite, vous avez voté à 33% pour Alex Wang, dont je parlais justement. J'ai vraiment hâte là, de regarder un petit peu plus Alex Wang. Là, vous m'avez vraiment beaucoup titillé. Puis là, c'est ça, les deux autres, je suis surpris parce que je pensais vraiment qu'elle allait être plus populaire que ça. Parce que moi, c'est deux joueurs que j'ai beaucoup aimés. Bill Zonon, 11%, puis Justin Carbonneau à 9% seulement. J'ai quand même été surpris. Puis c'est ça, j'ai recueilli également quelques-uns de vos commentaires sur mes réseaux sociaux au sujet de cette cuvée fort intéressante. Je vous lis ça. Il y a David Poirier qui dit « Wang est mon préféré en ce début de saison grâce à sa vision et sa mobilité. J'ai des très petites réserves sur Guité qui doit amener de l'attaque de plusieurs façons, ainsi que sur Zonon qui semble pas super solide sur la glace malgré sa taille. David rajoute « Je crois qu'ils peuvent s'améliorer puis que leur potentiel est super élevé, encourageant dans l'ensemble. » Merci David. Il y a également Vincent Dugas qui a dit la balloune de Daigle a beaucoup dégonflé. On parlait du futur Carey Price presque garanti il y a 2 ans. Je disais ça tantôt, mais je pense que j'ai été influencé par le commentaire de Vincent. Il est trop tôt pour se faire un jugement définitif, mais il a besoin d'avoir toute une saison pour dissiper les doutes et juste sortir en première ronde. Sinon, j'aime bien l'arsenal offensif d'un Guité. Il me fait penser à un Joshua Roy, mais avec plus de vitesse. Merci Vincent. Puis il y a Mathieu Harvey, toujours pertinent, qui a dit que Daigle a toute une vision.
Sinon, je disais que Desnoyers aurait probablement été 11e ou 12e sur ma liste si j'avais sorti un top 15 plutôt qu'un top 10. Merci Mathieu, c'est tout le temps cool d'échanger avec toi. Là. Je te taquine. Fait que c'est ça, je pense que Desnoyers, là, si j'avais sorti un classement là, 11e ou 12e, ça serait réaliste en ce moment. Mais comme je disais, ma liste va changer beaucoup en cours de saison, on s'y attend. Puis étant donné que j'utilise vraiment un modèle d'évaluation pour tracker mes visionnements pis tout, j'aime beaucoup Excel. À chaque batch de visionnement que je fais, ben mon classement s'ajuste automatiquement. Mon classement change. Évidemment, au fil du temps, ça risque de se stabiliser. Mais à chaque fois que je plug des nouvelles games, ben tous les classements changent. Puis je pense que je vais jouer de transparence avec vous tout au long de la saison. Puis vous parler des mouvements dans ma liste plutôt que de simplement sortir une liste en décembre, un autre en avril, puis un autre en juin. Je vais évidemment sortir des listes entre guillemets officielles à certains moments clés et peut-être un guide du repêchage, on en rejase plus tard. Mais je pense que ça va être intéressant de partager avec vous l'évolution de mon classement semaine après semaine et voir l'évolution entre justement les listes, là, comment tout ça a bougé. Je m'attends donc à beaucoup de mouvements tout le long de la saison. Puis en ce sens, c'est qui les joueurs que j'ai présentement exclus de mon top 10 très préliminaire qui pourraient rapidement percer ce top 10 ou du moins être considérés, mettons, dans le top 15, top 20. Parce que je dois avouer, je suis allé quand même très conservateur dans mon top 10 très préliminaire. Il y avait une neuvaine de joueurs que je voulais absolument dans mon top 10. Le seul de mon top 10 que j'aurais pu exclure, c'est Jakub Izvozniak. Puis encore, j'y reviens sur Wozniak tantôt, puis pourquoi j'aurais pu le tasser. Mais tu sais, il est tôt. Les visionnements que j'ai, c'est à peu près tous des visionnements de leur année D-1, donc l'an dernier. Puis dans plusieurs cas, je les ai vus jouer, mais j'ai pas nécessairement fait de visionnement isolé afin de décortiquer davantage leur jeu. Tu sais, l'année D-1, oui, c'est intéressant, mais c'est vraiment l'année de repêchage qui compte. Mais c'est ça, pour revenir rapidement, voici à quoi ressemblait, pour ceux qui ne le savaient peut-être pas ou qui s'en rappellent pas, vive les commotions, à quoi ressemblait mon top 10 très préliminaire, sorti il y a environ un mois de ça, là, avant le link-up et tout ça. J'avais évidemment James Higgins au premier rang, Porter Martone au deuxième rang. Ensuite, j'avais 3 joueurs que je disais c'était pas mal interchangeable. Au troisième rang, j'avais Ivan Ryabkin. Quatrième rang, Matthew Schaefer. Et Anton Frondel au cinquième rang. Ensuite, Roger McQueen au 6e, Michael Misa au 7e. J'avais Logan Hensler au 8e. Jakub Izvozniak au 9e. Je vous garantis qu'après le Linka, il n'est plus rendu là. Et au 10e rang, Malcolm Spence. Fait que c'est ça. Quel joueur pourrait donc continuer cette liste, mettons qu'on la continue aujourd'hui, ou voire même troubler cet ordre-là dans un avenir très rapproché? Autrement dit, quel joueur pourrait déjà être un candidat coup de cœur pour moi? Quel joueur, en fait, on entend peu parler dans les top 10 publics et qui pourrait percer justement ce palmarès? Un nom dont vous avez peut-être peu ou pas entendu parler, sauf si vous suivez un peu Brampton dans la OHL et donc là, ça, Florian Jackai ainsi que Marek Vanacker, éligible l'an dernier. Ou si vous avez suivi le Linka Gretzky, quoique il était un petit peu invisible, c'est Jake O'Brien, recru par excellence dans la OHL lors de la dernière saison. 64 points en 61 parties. Je rappelle, à sa saison D-1. Est-ce pas piqué? Évidemment, son équipe était excellente. Ça aide. Mais si vous regardez les séquences, O'Brien était souvent le play driver sur le jeu, le conducteur. C'est un attaquant de 6 pieds, un incroyable fabricant de jeu, avec une vision et une créativité, comme il y a très peu dans cette cuvée. Comme en témoigne, c'est 13 buts et 51 passes. C'est la 9e meilleure saison D-1 pour un joueur de 16 ans dans les 20 dernières années. C'est pas exceptionnel, on s'entend, la 9e, mais c'est définitivement digne de mention. C'est quand même similaire à ce que Tyler Seguin avait eu comme récolte au même âge. On se rappelle que Seguin est sorti très tôt. Les seuls joueurs à avoir mieux fait que lui à 16 ans à leur année D-1 dans la OHL,
dans les 20 dernières années, je crois. C'est McDavid, Stamkos, Galchenyuk, Michael Misa, éligible en 2025, on le rappelle, Cole Perfetti, Travis Konechny, Tyler Seguin et Matt Pumple. Fait que c'est quand même une belle liste de joueurs là, à être au travers. O'Brien, c'est ça, il a malheureusement été blanchi lors du Linka, malgré d'excellents flashs là, de gros hockey IQ puis de vision, mais vraiment de flash. Je pense qu'il n'a juste pas été mis dans un rôle très offensif. Je pense qu'il passe peut-être encore sous le radar aux yeux de la majorité des partisans, mais si vous avez un joueur là, à dire à vos amis là, de surveiller comme étant un gros riser potentiel en cours de saison, ben moi je mettrais un petit 5 là, sur Jake O'Brien, définitivement dans mes candidats préférés pour justement riser. Le prochain nom, j'évoque déjà la possibilité que ce gars-là devienne un de mes gros coups de cœur. Ou peut-être pas, mais il est tôt, guys. Mais c'est Lyndon Lakovic. Attaquant de 6 pieds 4, très talentueux, bon patineur, évoluant pour Moose Jaw dans la WHL. Fait que vous l'avez peut-être vu si vous avez suivi les séries de la CHL. Moose Jaw qui devrait perdre quelques plumes cette saison avec le départ là, de plusieurs vétérans, dont Matthew Savoy, Furcus, Matechuk et compagnie. J'ai hâte de voir si Lyndon Lakovic va prendre les choses en main ou si au contraire, ça va être une saison difficile de sa part. Mais s'il connaît une saison intéressante, à 6 pieds 4, avec le patin qu'il a, ses mains sont lancées, ses habiletés de passeur, je pense qu'il pourrait être un très gros riser dans plusieurs listes. Puis, comme je disais, pourrait possiblement devenir un de mes coups de cœur. Il dit lui-même, évidemment, ce que je veux dire, c'est à prendre avec des pincettes. On rappelle, Michael Hage a dit en entrevue qu'il disait s'inspirer de Jack Eichel dans son jeu. Là, les sites à clickbait ont repris ça. Ils ont dit que Montréal ont repêché le prochain Jack Eichel. C'est pas ça qu'il disait. Fait que bref, Lakovic dit qu'il a souvent entendu des comparaisons de son style de jeu, stylistique, avec Rick Nash. Ça peut vous donner une idée du style de joueur. Fait que Lyndon Lakovic, gardez ce nom en tête. On rappelle toutefois un incident survenu en 2023. Incident durant lequel lui et 2 ou 3 autres de ses coéquipiers avaient été suspendus par la CHL pour avoir enfreint un règlement d'équipe. Je sais pas si on avait finalement su c'était quoi. Je pense que c'était une histoire de drogue. Mais bref, je pense pas que ça va influencer son classement ou sa cote, comme ce fut le cas pour Mayu et Connolly. Mais c'est un facteur à garder en tête quand même. Ensuite, dans les noms que je pense qu'il pourrait devenir dans mes chouchous, Jackson Smith dans le WHL, ça fait... Je pense que ça fait 1 an que la première fois que je vous ai parlé de Jackson Smith. Fait que je passe vite, mais je veux continuer de mousser le hype. Défenseur de 6 pieds 3, patine comme le vent. Checkez ça. Sinon, la grosse wild card, puis là, je l'ai peut-être pas dans la bonne catégorie dans mes sujets d'aujourd'hui, parce que là, je parle de mes coups de cœur potentiels, mais là, wild card, parce que je sais pas comment je vais me positionner par rapport à lui cette année. C'est Adam Benak. J'en avais déjà parlé lors de mon premier épisode qui traitait de cette cuvée-là. Je disais de le surveiller, qui était magnifique. Benak a le talent d'un choix top 10, à mon avis. Fort possiblement même top 5, si on parle purement talent offensif. Il est rapide, il est shifty. C'est un excellent manieur de rondelle, un passeur créatif hors pair, qui s'implique dans le jeu pis tout, mais il fait 5 et 7, Batèche. C'est un petit bonhomme haut comme 3 pommes. Comme Charlie, l'ami de Julie Pierre dans la boîte à lunch. En tout cas, Benak, en 2 participations au Linka Gretzky, il a cumulé 21 points en 10 rencontres. C'est le meilleur pointeur de l'histoire du tournoi, en fait. Toutefois, il faut évidemment prendre ça avec un grain de sel, c'est important de le rappeler. Il y a peu de joueurs qui ont participé 2 fois au tournoi, puis toutes les late sont pas éligibles à ce tournoi-là lors de leur année de repêchage. Fait que, bon, on peut exclure quand même beaucoup de joueurs vedettes. Puis le programme de développement américain, il participe pas. Donc, bref. Meilleur de l'histoire du tournoi, mais, comme je disais, à prendre avec des pincettes. N'empêche que
Cette année, il a quand même cumulé 11 points en 5 rencontres, alors que le record du tournoi, c'est de 13. Donc, il est à 2 petits points d'égaler le record du tournoi. Record qui appartient à Jeff Friesen, Jarome Iginla, Brett McLean, Matvey Michkov, à son année D-1, right? Et Sergei Samsonov. Michkov, c'est-tu son année D-1 ou son année de repêchage? Je ne sais plus. Je ne me souviens plus. Je ne sais pas. Ce qui est intéressant de la performance de Benak cette année, c'est qu'il a amassé des points dans tous les matchs, ce qui est quand même très cool. 2 passes contre les États-Unis, dont une super passe saucisse. Également 2 points contre la Suède, 1 point contre le Canada en finale. Je pense que c'était le seul but justement de la Tchéquie. Puis 1 point contre la Finlande également. Fait que bref, plusieurs parlaient de Benak comme étant le meilleur joueur dans ce tournoi-là. Mais je rappelle, il fait 5 et 7. Puis des petits joueurs qui torchaient junior puis ont glissé lors du repêchage puis qui n'ont jamais fait de la LNH, ben, on en a vu un puis un autre. Je ne sais pas si Benak va faire partie de cette liste-là ou si justement il va réussir à s'imposer. Parce que c'est une mise en contexte importante à faire. À chaque début de saison, on voit beaucoup de petits joueurs classés dans les top 30 publics parce que on les connaît souvent depuis plusieurs années parce qu'ils dominent junior, mais plus le temps avance, puis entre autres lors de leur saison de repêchage, ben, il y a des plus gros garçons qu'eux qui s'imposent. Il y a des doutes qui s'installent envers les plus petits joueurs, même si leur performance continue souvent de progresser. Puis, c'est ça, en début de saison, il y en a beaucoup dans le top 30 public, mais ils glissent. L'an dernier est un bon exemple. Retournez voir des classements préliminaires là, du mois d'août-septembre, puis vous allez voir les noms de Aaron Kiviariou, Cole Hudson, Poirier, Galvez, Zetterberg, etc., classés en première ronde. Galvez et Zetterberg n'ont même pas été repêchés. Kiviariou est sorti en 4e ronde, puis Justin Poirier en 5e ronde. Fait que les petits joueurs glissent, c'est une constance. Puis à l'inverse, je dis que les petits joueurs glissent, mais à l'inverse, un Adam Jiricek, éligible l'an dernier, défenseur droitier, 6 pieds 2, également bien connu avant son année de repêchage, qui avait connu un début de saison de repêchage épouvantable, avant de se blesser puis de manquer le reste de la saison. Il a quand même eu un passe droit, puis il a été sélectionné 16e au total, en raison de son gabarit. Donc, les équipes de la LNH sont craintives à repêcher des petits joueurs, on le voit. Est-ce que ça veut dire que les petits joueurs sont mauvais ou ne méritent pas d'être considérés? C'est pas ça que je dis, loin de là. Mais la réalité, c'est que pour un petit joueur, tu dois dominer ou t'es out. Dans le cas d'un gros bonhomme, c'est plus permissif. Il y a plus de place dans l'alignement pour ce type de joueur-là. Aussi, il y a une limite de petits joueurs que tu peux avoir dans ta formation, que tu peux te permettre du moins. Il y a même des équipes qui en veulent même pas. On entend souvent que les équipes cherchent à se grossir. Ben à l'inverse, ça n'arrive pas vraiment qu'on entend que les équipes ont besoin de petits joueurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des petits joueurs qui auraient pu devenir des super vedettes, le prochain Martin Saint-Louis, mais qui ne l'ont pas été simplement par manque d'opportunité en raison de leur gabarit? Ben, c'est fort possible. À l'inverse, des gros bonhommes vont toujours avoir plus de chances, malgré un talent plus limité. C'est pourquoi des Bukestad, McCarron, Tinordi sont encore dans la ligue malgré un talent, c'est ça, plus limité. Ils ont 9 vies, ces matous-là. Fait que bref, Adam Benak, 5 et 7, talent top 10, mais qui risque de glisser, si c'est pas plus. Ce qui est plate, c'est qu'il a vraiment ajouté de la force physique dans son jeu par rapport à l'année dernière. Il est capable, malgré son gabarit, de protéger la rondelle et d'absorber certains contacts, mais on parle encore là contre des équipes U18. Je suis pas certain que contre une défensive de monsieur de 6 pieds 4, comme mettons les Golden Knights une couple d'années, je suis pas sûr qu'il y aurait autant de fun. Fait que je sais pas. Mais Crime Bin qui est le fun d'avoir joué, puis même s'il risque de jamais devenir une puissance en série ou en 5 contre 5, il a le potentiel pour devenir un joueur hyper dangereux sur le jeu de puissance. La bonne nouvelle, c'est que on va avoir l'occasion de voir Benak évoluer en Amérique du Nord cette année. Il va s'aligner pour les Phantoms de Youngstown dans la USHL. Mais ouais,
Côté talent, j'ai vraiment envie de le mettre top 10. J'ai même vu des gens avancer que s'il était plus grand, il serait dans les discussions pour le premier choix au total. Mais c'est ça. Je pense que ça va être difficile de le garder dans mon top 20, voire même dans mon top 30 en cours de saison. Ce qui m'amène à un autre point. Quand on consulte une liste, un classement, c'est important de comprendre l'intention derrière cette liste-là. Je fais une grosse envolée, une grosse parenthèse, après ça on revient au sujet principal, mais je pense que c'est intéressant. En partant, il faut comprendre la différence entre un mock draft et un repêchage simulé. Je n'ai déjà, c'est ça, parlé à maintes reprises. Mock draft, repêchage simulé, c'est une prédiction des sélections des équipes versus une liste personnelle ou un classement. L'affaire, c'est qu'il y a plusieurs manières de faire un classement, puis ça peut impacter beaucoup l'ordre. C'est là que je pense qu'il y a plusieurs partisans qui manquent de nuances quand ils analysent, en fait, quand ils consultent et critiquent ces listes-là. Je pense qu'il faudrait que les observateurs, en fait, définissent mieux sur quoi leur liste est basée, puis c'est quoi qu'ils essaient de classer ici. T'sais. Je prends par exemple Snake. Sa liste est beaucoup basée sur le upside pur. À l'inverse, si tu regardes mes listes à moi, qui est très différent de la liste de Snake bien souvent, j'accorde beaucoup plus d'importance au plancher, puis le risque influence beaucoup mon classement également. Tandis que Snake, le risque, il en tient à peu près pas compte. Il regarde juste le upside offensif, puis c'est une bonne manière de le faire aussi. Fait que c'est pour ça que je tends à classer les petits joueurs plus loin, même si je les adore. Tu sais, Teddy Stegall l'an dernier, un de mes coups de cœur, mais je pense qu'il a fini classé une affaire comme 45e à cause du gabarit, à cause du risque versus des plus gros joueurs. Parce que c'est ça, je vais davantage dans l'optique que quand on va faire un redraft dans 10-15 ans, à quoi la liste devrait-elle ressembler? Moi, c'est un peu ça l'optique avec laquelle je monte ma liste. Fait qu'évidemment, j'ai pas le choix d'y aller avec quelques tentatives de home run au travers de ça. Tu sais, comme j'avais Berkeley Catton classé, quoi, 4e, 3e l'an dernier, Berkeley Catton, malgré son gabarit, parce que je pense que l'upside venait vraiment contrebalancer son gabarit, puis je pense pas qu'il y avait un risque à sélectionner Berkeley Catton, même s'il est un petit peu plus petit. Je vais essayer en cours de saison de partager des affaires genre top 10 ou top 15, là, des meilleurs planchers, des meilleurs plafonds, puis tout ça. Si jamais ça vous intéresse, faites-moi en part. Parce que ça, je pense que le modèle que j'ai monté pour faire mes évaluations, puis répertorier tout ça, marche assez bien pour créer une coupure entre, je dirais, le 15 et 25e rang, où les joueurs avec le plancher élevé prennent le dessus par rapport aux joueurs avec du talent, mais autour duquel il y a peut-être certaines incertitudes. Puis c'est ça que je vise honnêtement comme type de classement. Je pense que dans le top 10, top 15, tu dois vraiment y aller pour l'upside. Mais après ça, je pense que c'est intéressant d'aller chercher un gars qui a beaucoup plus de certitude. Je prends l'exemple de Cole Beaudoin l'an dernier. Beaudoin va jouer sur une 4e ligne dans la LNH. C'est pas mal certain. T'sais. Je pense que son plancher, c'est 4e ligne, puis son plafond, c'est 3e ligne. T'sais, ça vous donne l'idée. Mais sa certitude d'y jouer, puis d'y jouer longtemps, je pense qu'elle est quand même très, très, très élevée, plus que d'autres joueurs plus talentueux sélectionnés autour de lui. Je comprends, c'est pas le plus talentueux. Puis si on fait un classement uniquement basé sur le upside offensif, je suis même pas sûr que Beaudoin mérite d'être dans un top 50. Mais si on le prend d'un point de vue redraft dans 10-15 ans, ben, je pense qu'il y a fort à parier qu'on va se rendre compte que Beaudoin aurait peut-être dû sortir top 20, voire même top 15. Peut-être même top 10 si on redraft dans 20 ans, puis que finalement Beaudoin, ça va être un des joueurs avec le plus de matchs joués. Bon, j'exagère peut-être, mais vous comprenez l'idée. Je miserais plus sur ce profil de joueur que sur un allié de 5 et 8 talentueux ou un défenseur de 5 et 10 en repêchant autour justement du 20 à 32e rang. Je prends comme exemple, mettons, Brock Nelson en 2010, 6 pieds 4, repêché 30e au total. C'est pas mal le range là, des gros joueurs qu'on voit chaque année, là, les Beaudoin et compagnie. Mais il est présentement au 9e rang des pointeurs de sa QV.
Ou tu sais, Charlie Coyle, même exemple. Repêché 28e, il est 7e de sa QV pour les matchs joués. C'est ça. Je dis pas que Coyle ou Brock Nelson auraient dû être repêchés 7-8e si on faisait un redraft. C'est pas ça que je dis. Mais je pense que de les avoir top 15, 14 ans plus tard, c'est pas farfelu, mais ils sont sortis beaucoup plus loin que ça. Ils ont été au final des meilleurs choix que des joueurs sélectionnés devant eux, les Brett Connolly, Alexander Bourmistrov, Brandon Gormley, Joey Eschen, qui étaient sélectionnés devant eux en raison de leur gros talent offensif. Puis, je suis peut-être dans le champ, dans le cas des Baudouin et compagnie, mais il y a des questions à se poser quand on fait une liste. Est-ce que c'est une liste basée sur l'upside offensif? Est-ce que c'est une liste basée sur la certitude? Est-ce une liste basée purement sur nos préférences personnelles ou nos coups de cœur? Parce qu'il y a ça aussi, tu sais. Il y a parfois des joueurs que je peux aimer moins, mais que j'ai pas le choix de objectivement les classer à certains endroits. Ma préférence personnelle, oui, forcément, va paraître dans mon classement. Tu sais, je regarde l'an dernier les Hage, Seneca Greentree, Frey, que j'avais plus haut, je pense que la plupart des gens. Évidemment, si je les aime, c'est parce que je vois de quoi en eux. Donc, dans mon évaluation, quand j'évalue vraiment les skills, je les mets quand même élevés, puis c'est pour ça que dans le classement, ils se retrouvent plus haut. Mais si c'est un gars un peu plus marginal et pour qui j'ai vraiment un coup de cœur, ben mon système d'analyse ne représente pas vraiment ça. Parce que c'est ça, mon système, il est simple. Il est très compliqué, mais je peux l'expliquer de manière simple. En fait, j'évalue les skills actuels du joueur. Puis, parallèlement à ça, je fais des projections de plancher-plafond. Fait que, tu sais, l'évaluation de skill, ça reste quand même subjectif, sauf que c'est plus facile de comparer les joueurs ensemble. Donc, comparer, bon, tel joueur, je mets son shot à temps parce qu'il est entre tel joueur, etc., etc. Je pense que c'est plus facile d'être objectif, même si ça reste quand même très subjectif. Mais là aussi qu'il y a de la subjectivité, c'est quand j'évalue le plancher puis le plafond d'un joueur. Fait que là, c'est ça. J'évalue les skills, j'évalue le plancher-plafond. Puis il y a plein de pondérations là-dedans, il y a plein d'affaires. Puis il y a une petite note que j'appelle le facteur sexiness, qui est mon appréciation personnelle ou non du joueur, qui vient un peu, mais pas tant teinter le classement. C'est juste que des fois, en bris d'égalité, ça vient faire passer un joueur par-dessus un autre et tout ça. Fait que, bref, je plug tout ce data-là, ça me sort un classement, puis c'est ça que je vous présente, à peu près pas altéré. C'est le même que j'ai marché l'an dernier, puis cette année, mon modèle, c'est le même principe, mais il est juste vraiment sur les stéroïdes par rapport à l'an dernier. T'sais, l'an dernier, quand j'évaluais les skills, il y avait, je pense que c'était entre 8 et 10 skills là, que j'évaluais. C'était quand même très, très, très sommaire. Là, je suis allé beaucoup plus granulaire. Je suis rendu, je pense, à une 60aine de skills que j'évalue pour chaque joueur. À chaque game également, parce que je track chaque game. Évidemment, j'évalue pas chaque skill à chaque game. J'évalue tout ce que je suis capable d'évaluer dans une game. Parce que des fois, un joueur prendra aucun shot durant la game ou juste un shot. C'est dur d'évaluer la qualité de ce lancer-là. Sauf que si je suis capable d'aller chercher beaucoup de data par rapport à sa vitesse en ligne droite, son accélération, sa mobilité four-way, son jeu défensif, etc., ben, tout ce que je suis capable de tracker, je le track. Puis là, je le fais pour chaque game, ça me sort des moyennes. Mais chaque game est également pondéré, ce qui me permet de donner plus ou moins d'importance à certaines games. Donc, par exemple, une game de l'an dernier, oui, va être considérée dans le classement, mais évidemment, là, ça va être un poids très, 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 très faible. Mais versus, mettons, un match de médaille d'or au U18, peut-être ça va jouer un petit peu plus dans la balance. Fait que c'est ça. Dans les dernières semaines, j'ai déjà... je frôle les 60 visionnements isolés de répertoriés dans ma machine à saucisses pour une quarantaine de joueurs différents déjà. Fait que oui, les skills actuels valent pour beaucoup dans mon système, mais le plafond vaut pour beaucoup aussi, mais l'aspect risque aussi. Ça, c'est vraiment dans ma nature. Je suis un gars qui aime pas le risque, fait que ça se transpose là-dessus. C'est là que des joueurs plus petits ou plus unidimensionnels sont pénalisés versus des gars comme, mettons,
Porter Marton qui a un plancher excessivement élevé, en plus d'avoir un plafond excessivement élevé également. En ce sens, un bon exemple à suivre cette saison, ça va être Malcolm Spence, que j'avais 10e lors de mon classement très préliminaire, en raison du upside offensif peut-être limité. Mais Spence, power forward two-way, qui a tellement un beau plancher puis un profil transposable à la LNH, c'est vraiment le type de joueur que j'adore. Pour une sélection, mettons, entre 8 et 12, il est gros, il est fort, responsable défensivement, travaillant, solide en échec avant, protège bien la rondelle, il a un bon shot, une bonne vision, un bon patin, il aime charger le filet. C'est le genre de gars, je pense qu'on sous-estime à chaque année, mais qui termine souvent comme étant un joueur complémentaire top 6 dans la LNH. Le genre de joueur que les équipes regardent ça plus tard font comme ça nous prendrait un gars de même là, de 6 pieds 2, 6 pieds 3, capable de jouer dans toutes les situations. Bref. Je serais très surpris de le voir glisser dans mon classement cette saison. Je pense qu'il pourrait au contraire même monter puis terminer plus haut sur ma liste que dans la plupart des listes. Prédiction de même. Je pense qu'il va être assurément dans mon top 15, fort possiblement dans mon top 10, si on regarde les skills actuels, parce que je pense qu'il va scorer average ou above average dans toutes les catégories. Reste à voir, ça va être quoi le plafond que je vais lui mettre. C'est sûr qu'il va beaucoup influencer son classement. Sauf que, étant donné qu'il va être above average dans pas mal toutes, il n'est pas pénalisé nulle part, contrairement à des joueurs peut-être plus unidimensionnels. C'est certain, oui, que si j'évalue les probabilités élevées à l'effet qu'il devienne un first liner, puis que son plancher est quand même élevé aussi, ben, ça se pourrait que Malcolm Spence se ramasse 6-7e dans mon classement à la fin de la saison. T'sais. Surprenez-vous pas si ça arrive. Puis, pour ceux qui se joignent à nous, je rappelle que tout ça, là, l'analyse d'espoir, les projections, puis ça, ben, on fait ça pour le fun. Arrêtons de nous prendre au sérieux. Il n'y a aucun enjeu d'importance ici. Amusez-vous dans vos propres prédictions personnelles. Guys, si vous avez des coups de cœur, assumez-les. C'est pas grave de se tromper. C'est correct d'être dans le champ question, oui. Bref, d'avoir de l'autodérision là-dessus. La citation du jour, d'ailleurs, est à ce sujet. « Je ne blâme pas les gens pour les erreurs qu'ils commettent, mais qu'ils en assument leurs conséquences. » Ça nous provient de John Hammond lorsqu'il s'adresse à Dennis Nedry, l'informaticien dans Jurassic Park 1. Revenons donc à nos moutons. J'ai dévié un petit peu du sujet d'aujourd'hui. J'avais dit lors de mon post-mortem, il y a un épisode de ça, que dans mes objectifs de l'année, j'essaierais d'aller à la pêche aux perles rares, aux perles cachées. Bref, pour vous. Évidemment, il est excessivement trop tôt encore, je le sais. Mais, parce que la saison n'a même pas débuté encore. Mais je mets quand même quelques noms à la table, juste des noms à surveiller. Je dis pas qu'ils sont insane, mais des noms à surveiller. Si vous avez du temps à perdre, vous pouvez commencer déjà à les regarder. Puis si jamais il y en a là-dedans qui deviennent des talents de première ou deuxième ronde, ben, vous allez pouvoir dire à vos amis et vos proches, elle le connaissait déjà, lui. Par ailleurs, ce segment est une présentation du Super Club Dave et des DVD, qui offre un rabais de 15% sur les coffrets DVD de toutes les saisons de la mythique émission télévisuelle La Revanche des Nerds, grâce au code promo Ryan les Nerds 15. Ils ont aussi un rabais sur le film d'un ancien joueur des Rangers et des Flyers qui se perd dans le bois, intitulé Le Projet Blair Betts. Merci à eux pour commanditer cet épisode. Fait qu'on va commencer ça, bébé Fafa. En fait, le premier segment ici, avec des noms que vous connaissez probablement déjà moindrement là, si vous suivez ça. Fait que je triche un peu là. C'est pas vraiment des perles cachées là. Si vous suivez moindrement ça, vous connaissez les joueurs dont je me prête à parler présentement. Mais les autres après, c'est là que je vous dis là. Mettez ça sur votre watch list. Fait que ça, présentement, c'est pas des cartes cachées. J'y arrive. Le premier, c'est Kashawn Aitchison, défenseur de 6 pieds qui évolue en OHL, mais qui est un late, très late. 21 septembre 2006, à quelques jours là, d'être éligible l'an dernier. Vous l'avez peut-être vu au U18 du printemps dernier, 39 points en 64 matchs dans la OHL également.
Défenseur avec une belle mobilité, un beau jeu physique, qui est responsable défensivement, qui a parmi les plus belles premières passes de toute la QV, à mon avis. En date d'aujourd'hui, du moins. Il est toutefois un défenseur relativement passif par moment, qui choisit l'efficacité avant tout, ce qui n'a rien de mal, moi j'aime ça. Il me semble plus grand que 6 pieds, ça c'est à voir. Mais c'est ça, s'il pouvait terminer la saison à 6 pieds 1, 6 pieds 2, je pense qu'il y a un profil parfait pour évoluer sur un bottom 4 dans la LNH. Peut-être même comme deuxième défenseur avec un gars plus offensif. Il y a le jeu défensif, il y a le jeu robuste, la bonne mobilité. Quoiqu'il n'est pas particulièrement rapide, on va voir si son patin s'améliore. Il a une bonne première passe. C'est un bon distributeur en zone offensive également. Puis il a l'air d'avoir un bon lancer. C'est un profil qui crie première ronde, je crois. Sinon, un autre défenseur, Dakota Reaume Marlin, que je pense qu'il ne reçoit pas suffisamment de reconnaissance en ce moment. Défenseur gaucher, seulement 6 pieds, lui aussi, qui jouait pour le NTDP l'an dernier, que vous avez peut-être vu là, qui était une partie importante de cette brigade défensive, malgré qu'il était à son année D-1. Dakota Reaume Marlin, c'est pas le plus flashy, mais je pense qu'il est suffisamment mobile, avec des belles aptitudes mécaniques pour supporter l'attaque. C'est un bon passeur safe, il est bon défensivement. Honnêtement, s'il faisait 2 pouces de plus, lui aussi, on parlerait beaucoup plus de lui. J'aime le potentiel two-way dans son cas pour un milieu de formation, mettons. Mais un profil aussi très intéressant. Ensuite, il y a Max Westergaard, Finlandais, évoluant en Suède, attaquant de 5 et 11. Possiblement pas un nom inconnu là, pour ceux qui suivent les compétitions internationales U17 ou le Linka. Mais surveillez-le. Je pense que c'est un joueur qui pourrait vraiment tout arracher en J20 national cette saison. Il est rapide, il est menaçant au hockey. Là. Il a produit à tous les niveaux, en fait. Puis il pourrait rapidement devenir, je pense, un riser notoire s'il pète toute cette saison. C'est un des plus jeunes joueurs de la QV également, né au début septembre. Mais c'est ça. Personnellement, je ne suis pas vendu encore. Si on parle vraiment en termes de projection LNH. Son patin est incroyable. J'aime son intensité, mais il est très inconstant côté intensité. Fait que des fois, je l'aime pas. Il a l'air de craindre le contact, mais il aime aller jouer devant le filet. Fait que je comprends pas trop. Mais je pense qu'il aime donner des coups d'épaule, mais je pense qu'il aime pas en recevoir. Fait que bref, à voir comment. Pardon, je viens de vous kicker d'en face. Mais c'est ça, je vois en lui un potentiel two-way avec un bon patin, un bon gabarit. Je sais pas s'il va être le profil de gars qui va produire au prochain niveau. Mais c'est ça. Max Westergaard. Fait que si Westergaard m'a laissé un peu sur ma faim lors du Linka Gretzky, je peux pas dire la même chose de Ben Cavan, que je pense que c'est vraiment illustré lors du tournoi par sa vitesse. Puis sa menace constante en échec avant, ainsi que sur le piqué excessivement dangereux sur le désavantage numérique. Il était partout sur la glace, notamment dans le match contre la Finlande. Il était probablement le meilleur joueur des Américains. C'est un attaquant de 6 pieds qui joue dans la USHL, qui était presque point per game la saison dernière en USHL, ce qui est quand même un gros exploit en soi. Mais je pense que Kevin a déçu au Linka parce qu'il n'a pas eu une performance à la Trevor Connelly l'an dernier. Alors que c'est ça, sa saison D-1, il y a eu une meilleure saison D-1 que Trevor Connelly lui-même. Mais c'est ça, moi j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Kevin. Il faut remettre en contexte aussi que l'équipe américaine était vraiment push. Mais c'est ça, c'est un gars que ça fait un bout que j'avais une note de le checker. C'est juste plate, j'ai pas pu en parler avant le Linka. Mais j'ai vraiment hâte de le regarder. C'est un bon fabricant de jeu two-way. Plus un joueur complémentaire, lui aussi. Là, je pense pas qu'il va devenir un play driver, mais je pense qu'il va devenir un très bon gars de milieu d'alignement. Je m'attends à une grosse saison de sa part en USHL, mais c'est ça, un gars qui a un beau profil LNH, capable de jouer dans toutes les situations. C'est un gars, c'est ça, que à surveiller. Sinon, il y a deux noms.
que je voulais vous parler aussi dans un dernier épisode, mais finalement, j'ai pas ressorti d'épisode avant le Linka. Mais c'est ça. Je voulais vous dire, surveillez-les lors du Linka, ils vont être incroyables. Puis ils ont été incroyables au Linka. En fait, c'est Milton Gastrin puis Victor Klingsell. Gastrin, centre suédois de 6 pieds 2, capitaine de l'équipe nationale depuis déjà quelques tournois, quelques saisons. Joueur responsable, gabarit très intéressant, mais c'est ça, il manque peut-être de jus là, offensivement. Lors du Linka, j'ai aimé son jeu en récupération de rondelles. C'est un joueur que je trouve qui est efficace défensivement. Mais c'est ça, il n'y a pas le plafond offensif le plus élevé. Ceci étant dit, il a connu un match de 8 points, 2 buts, 6 passes contre la Suisse. Ça reste un match, c'est ça, contre la Suisse. Fait que je trouve ça dangereux là, de surévaluer des joueurs. Mais c'est ça, regardez ça. Milton Gastrin, profil très intéressant pour les équipes là, de série là, qui vont repêcher là, entre 28 et 32e, je pense, puis qui cherchent un gars pour compléter leur bottom six d'ici quelques saisons. Gastrin jouait avec l'autre, Victor Klingsell, ailier gauche, 5 et 10, classé 14e par Draft Prospects Hockey dans leur liste préliminaire. Klingsell me semble être le classique joueur scandinave, agile mais de périphérie. Je l'ai juste vu là, une ou deux fois, là, fait qu'il est trop tôt pour me prononcer, mais le playmaking est définitivement intéressant. Mais je trouve qu'il manquait de humph. Je trouve que, en tout cas, de ce que j'ai vu, il a l'air d'avoir un excellent lancer, mais il n'avait pas l'air de vouloir s'en servir. Puis bon, ça me dérangeait un petit peu. C'est ça, j'ai vu même quelques occasions où il faisait la passe de trop, alors qu'il aurait pu enfiler l'aiguille. Il a néanmoins connu un fort Linka. Il a d'ailleurs eu 10 points à ses 2 premiers matchs, évidemment, là, incluant la dégelée contre la Suisse. Mais il a terminé le tournoi avec 12 points en 5 rencontres. Meilleur pointeur du tournoi. La 11e meilleure récolte de l'histoire du tournoi. 1 point de plus que Lafrenière et McKinnon lors de leur année de repêchage. Puis il a terminé à 1 point, comme je disais plus tôt, du record du tournoi Linka. Fait que c'est quand même un fait intéressant pour Victor Klingsell. Gastrin et Klingsell jouaient ensemble et étaient jumelés à Ivar Stenberg, un attaquant électrisant, mais seulement éligible en 2026. Mais gardez ce nom-là en tête pour l'an prochain, Ivar Stenberg. L'année dernière est excessivement décevante pour les Suédois, mais cette année s'annonce comme étant une très forte cuvée et l'an prochain encore plus. Donc, c'est le retour des Swedes après ce creux de vague. Prochain nom, Cameron Schmidt, gros candidat pour remporter la palme du joueur le plus rapide de toute la cuvée. Puis aussi un candidat, je dirais, pour les meilleures mains. Il y a aussi un bon lancer, définitivement un gars à surveiller. Sauf que le problème avec Schmidt, c'est le gabarit. Je me souviens pas, 5 et 8, 5 et 9, 5 et 10 dans ce coin-là. C'est pas le plus gros, ça pourrait jouer contre lui. Mais il a quand même terminé presque point per game la saison dernière. Dans une équipe quand même assez Prochain nom, Blake Fiddler. Un autre gars que je voulais vous dire de surveiller avant le Linka, mais finalement, ça n'a pas à donner. Premier choix de la WHL, du WHL US Prospect Draft en 2022. Défenseur de 6 pieds 4. J'avais vu 6 pieds 5 cette semaine. Droitier. Oh, on aime ça. Définitivement un profil pour être un candidat, pour être un énorme riser, je devrais dire. Possiblement que Fiddler pourrait même atteindre le top 10 assez rapidement en cours de saison. Il a connu un excellent Linka Gretzky. Je ne l'ai pas visionné de manière isolée lors du tournoi, je l'avais vu l'an dernier, mais il est mobile, il aime transporter la rondelle, il est physique, il est défensif. Mais c'est ça, comme je dis, l'échantillon que j'ai vu de lui, c'était l'an dernier. Puis j'avais alors pas aimé ça, mais pas du tout son contrôle de rondelle ni sa vitesse. Mais je lisais que son patin s'est énormément amélioré par rapport à l'an dernier. Fait que j'ai hâte de voir cette année. Mais des visionnements que j'avais de lui, j'avais l'impression qu'il tentait d'être un défenseur offensif avec un peu de défense dans son jeu, alors que sa chaise devrait peut-être être davantage un gros défenseur physique et défensif avec de la mobilité,
une bonne relance, capable de supporter son équipe en zone offensive. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance, là. Il avait l'air d'essayer d'être un Lane Hudson, mais il n'avait pas le patin et les mains pour le faire. Bref, j'ai vu même l'an dernier ça, des instances de puck watching dans son cas. Ça, c'est quand même un red flag. Mais j'ai vu aussi à l'inverse d'autres flashs de très belle anticipation du jeu. Des beaux flashs de créativité aussi, même parfois. Mais c'est ça, d'autres séquences où il est définitivement pris au dépourvu puis derrière le jeu. Mais ça reste un défenseur à sa saison D-1. Fait que j'ai quand même des grosses attentes envers Blake Fiddler. Je pense vraiment que c'est ça. Ça va être un gars qui va se tailler une place assez rapidement dans le top 12 ou top 10. Parce que c'est quand même une année très chargée dans le top 10. Là, fait qu'il y a des joueurs qui vont être difficiles à déclasser. Mais bref, c'est ça. Tout ça, par exemple, les défauts que j'ai vus l'an dernier, ça me semblait être moins flagrant lors du Linka, même si je disais j'ai pas fait de visionnement isolé de ces games, là, mais veux pas, je le voyais pareil. Fait que je pense que c'est encourageant, mais c'est ça. Droitier, 6 pieds 4, 6 pieds 5, profil two-way, robuste. Sign me up. Mais j'ai quand même, c'est ça, plus de questions que de réponses en ce moment, mais c'est pour ça qu'il reste encore 1 an avant son repêchage. Blake Fiddler, vous l'aurez peut-être deviné, c'est le fils de Vernon Fiddler, ancien NHLer qui a joué 877 matchs dans la LNH. Fait que c'est ça, à surveiller. Ensuite, dernier nom, avant de tomber dans les noms plus obscurs, Cooper Simpson. Ailier américain de 6 pieds 11 avec un nom de personnage de policier dans un film d'action, Cooper Simpson. Vous le connaissez peut-être parce qu'il a joué avec Trevor Connolly l'an dernier. Il n'a pas connu le meilleur des tournois Linka, peut-être même décevant, je dirais. Mais les outils sont tellement intéressants dans le cas de Cooper Simpson. S'il réussit à améliorer son coup de patin cette saison, puis de montrer qu'il a du bon sens du jeu, j'y reviens, il a sincèrement tous les outils pour devenir un first rounder. Il y a un... Je rote. Il y a un excellent lancer. C'est un bon fabricant de jeu. Il y a des bonnes mains, quoique inconstantes. Là. Bref, je ne sais pas quoi en penser encore. Il peut jouer le long des bandes. Il adore charger le filet. Peut-être même un peu trop. Je pensais jamais dire ça. Le gros point d'interrogation, c'est le patin. Son niveau d'implication aussi qui m'a parfois laissé sur ma faim. Mais comme je disais, ça reste des matchs D-1 en USHL. Faut prendre ça avec un grain de sel. Lors du Linka, il y a plusieurs reprises fait des jeux hautement créatifs, mais je sais pas quoi en penser parce que souvent, c'est le genre de jeu que quand ça marche, t'as l'air d'un génie, mais quand ça foire, t'as l'air d'avoir un sens du hockey en dessous de la moyenne. C'est un peu ça. Il essayait des affaires fucked up, des fois ça marchait, puis des fois c'était du gros n'importe quoi. Pour ceux qui jouent à des FPS, là, des shooters en ligne, Cooper Simpson, on dirait que c'est un bot ou qui est brain dead à l'occasion. Bref, s'il y a 2 personnes qui savent de quoi je parle. Puis, tu sais, je critique possiblement son hockey sense et son patin. 2 points d'interrogation qui sont quand même des points d'interrogation majeurs. 2 attributs auxquels j'accorde énormément d'importance dans mon évaluation. Tu sais, avoir un bon lancer, c'est cool. Avoir un bon gabarit, c'est cool. Mais si t'as ça, puis pas de patin puis de hockey sense, ben, c'est autant utile qu'un siège éjectable dans un hélicoptère. Si vous avez l'image. T'en revoles dans l'hélice. Bref, d'un nom que vous connaissez probablement pas ou que vous connaissez peu, puis que moi aussi, je vais vous avouer, je connais encore peu, mais que c'est des noms qui sont sur ma watchlist puis que j'ai très hâte de voir et d'évaluer et qui pourraient être des gars qui se taillent des places dans le, je sais pas, top 50 peut-être, top 64. Ruslan Karimov, un Russe qui évoluait en MHL l'an dernier. Production correcte, mais il a torché quand il compétitionnait en U18 puis U17. Entre autres, il avait cumulé 10 points en 4 rencontres éliminatoires dans le U18 en Russie. Bon, c'est vraiment pas une grosse ligue, là, c'est en dessous de la MHL, on s'entend, mais belle production pareil, 10 points en 4 matchs, peu importe la ligue, je crois. De ce que j'ai vu de Ruslan Karimov, il semble avoir un bon patin, une belle vision.
J'ai hâte de voir à quel point c'est un joueur de périphérie toutefois. Mais ce qui est intéressant, puis c'est pour ça que j'en parle, c'est qu'il va s'aligner cette saison pour le Sting de Sarnia dans la OHL. Puis il a été repêché 6e dans le draft d'importation 2024 de la CHL. Théoriquement 5e parce que Tri-City n'ont pas repêché, bref. Mais je sais qu'à le rang de sélection de ce repêchage-là, on s'en contre-torche parce que ça veut absolument rien dire, parce qu'il y a tellement de facteurs d'impliquer. Mais tu sais, il a quand même été pris devant Hemming, Eliasson, Radivojevic puis tout ça. Là. Fait qu'il y a peut-être quelque chose avec lui. Bref, Européen qui se mène en OHL, ça m'intéresse toujours à son année de repêchage. Ensuite, il y a Arvid Drott, quand même un nom cool à dire. Ailier de puissance suédois, 6 pieds 1, 190 livres, qui évolue pour Djurgardens. Gros bonhomme qui protège bien la rondelle avec une belle capacité de finisher. Il n'a pas été étincelant au Linka, mais à suivre, Arvid Drott. Ensuite, Vaclav Nestrasil, ailier tchèque, Race, de 6 pieds 4 qui fait le saut aux États-Unis, là, lui aussi, cette saison. Il a cumulé un beau gros 0 points en 11 parties en USHL l'an dernier. En fait, je dis qu'il fait le saut cette saison. Il a joué 11 matchs l'an dernier, vous aurez compris. Mais il a, malgré cette piètre performance, il a quand même cumulé 43 points en 27 parties dans la U17 en Tchéquie. C'est quand même pas rien, même si c'est une ligue de piste. Mais on va voir, est-ce qu'il va être capable de s'adapter en Amérique du Nord? On n'a pas eu la chance de le voir au Linka, mais c'est ça. Moi, un ailier tchèque de 6 pieds 4 qui fait le saut aux States, ça me parle. Pour les fans de trivia par rapport, Vaclav Nestrasil, c'est le plus jeune d'une famille de 4. Ses frères, ils ont 27, 33 puis 35 ans. Puis lui, il a 17 ans. Il est quand même beaucoup plus jeune que ses frères. Puis pourquoi je m'en vais là, c'est que le nom vous est peut-être familier, le nom de famille. Parce qu'un de ses frères, c'est Andrei Nestrasil, qui a joué 3 ans dans la Q, 3 ans dans la AHL et 3 ans dans la LNH pour Détroit et la Caroline entre 2014 et 2016. Voilà, c'est dit. Sinon, Touré Anund, je sais pas comment le dire, défenseur suédois, 6 pieds 3, qui va évoluer pour Djurgardens dans la J20 nationale lui aussi. 12 points en 18 rencontres dans la J18 nationale l'an dernier. Je rappelle, défenseur de 6 pieds 3, 12 points en 18 rencontres. Ensuite, Linus Funk, le frère de Pierre-Luc, défenseur droitier suédois, 6 pieds 3, lui aussi. Avec un possible potentiel two-way à suivre. On aime tout le temps ça, les défenseurs droitiers de 6 pieds 3, right? Ensuite, Vincent Wedin, petit attaquant suédois qui a battu le record du nombre de points dans le U16 régional il y a 2 ans. Bon, 80 points en 25 rencontres à 15 ans. Bon, évidemment, il y a peu ou pas d'espoir de premier plan qui ont joué dans ce calibre-là à cet âge-là. Fait qu'il n'y a aucun comparable. C'était peut-être un record facile à battre, mais il a quand même battu le record. Puis 80 points en 25 parties, c'est impressionnant, peu importe la ligue. Fait qu'à suivre cette saison, si Vincent Wedin va réussir à devenir un nom dont on va plus parler. Ensuite, j'ai Mikhail Katin, ou que j'aimerais appeler Mikhail Katin. En fait, j'ai absolument rien à dire sur lui. Je sais même pas s'il est bon, je sais pas c'est qui. C'est juste que j'avais oublié de le dire dans ma liste de noms phonés. Michael Lacatin. En tout cas. Dans le même ordre d'idée, là, il y a aussi un gardien qui s'appelle Jeffrey Jefferson. C'est ça. Je pense que je le trouve intéressant parce que c'est un gros candidat pour les memes de My name is Jeff. Jeffrey Jefferson. Bref. Puis c'est ça, le dernier. C'est juste intriguant comme cas. Pas que je pense qu'il va devenir un espoir de premier plan, mais il m'intrigue juste. Jeremy Martin, à ne pas confondre avec Jérémy Martin, qui a joué pour les Tigres il y a quelques années. Là. Jeremy Martin, c'est un Ontario, oui, qui joue en ontarien. 13 buts, une passe l'an dernier. Ça m'intrigue toujours, ce genre de joueur-là. 13 buts, une passe. Là. Stat par rapport. Je l'ai pas regardé, là, honnêtement, là, mais c'est ça, ça a attiré mon attention comme stat. Fait que il est sur ma watch list. Fait que j'ai beaucoup parlé des gros défenseurs. On aime ça. Puis je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui aimaient ça aussi.
bon, peut-être qu'on ne devrait pas être autant bandé sur les gros défenseurs, mais je vous nomme quelques petits noms, rapido pesto, les plus gros défenseurs de la QV, si vous voulez les suivre. Mais il y en a deux très, 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 très intéressants, for real. Le premier, c'est le Tchèque Radim Mterka, 6 pieds 6, évoluant en Tchéquie. Défenseur droitier qui patine très bien. Tout sur le hockey parlait de lui la semaine dernière ou il y a 2 semaines comme étant possiblement le Anton Silayev de cette QV. À voir. Entre-temps, il y a Scott Wheeler, je pense, hier, qui sortait là, son classement préliminaire et qui le classait 14e. Fait que c'est ça. La saison n'a même pas commencé, que le hype s'active déjà. Fait que j'ai hâte de voir. Sinon, il y a Artem Vilchinski, 6 pieds 6 lui également, 240 livres selon Elite Prospects, un gros monsieur. Défenseur gaucher évoluant pour le SKA dans la MHL, donc oui. Coéquipier de Demidov la saison dernière, vous l'avez peut-être vu là, s'il y a un gars qui dépassait tout le monde d'une tête. Vilchinski, excessivement massif, pas un patineur élite comme Silayev l'an dernier, mais suffisamment mobile pour penser qu'il y a quelque chose à faire avec lui, en fait. C'est pas le gars qui va contrôler la rondelle, mais il est un suffisamment bon passeur pour relancer l'attaque ou servir de connecteur en zone offensive. C'est certain qu'avec ce gabarit-là, il va sortir beaucoup plus tôt que tard. On l'a vu avec Eliasson l'an dernier. Ce qui pourrait toutefois jouer contre lui, c'est que c'est un late, mais lui, il est late beaucoup. Il est né le 16 septembre 2006. Le cut-off date, c'est le 15 septembre. Fait qu'il a manqué la coupure pour la QV 2024 avec quelques heures là, seulement. Puis s'il avait été éligible en 2024 l'an dernier, on parlerait pas de lui. On n'aurait pas parlé de lui comme un gars de première ronde. Je ne crois pas. Fait que c'est ça. Je sais pas où c'est qu'il va sortir puis qu'est-ce que les équipes vont en penser considérant ça. Mais tu sais, vous me connaissez, moi, ou vous me connaissez peut-être pas, fait que je vais vous expliquer. Je suis pas tant réticent pour ma part à repêcher des late ou à repêcher des overagers même. Simplement parce que si un joueur est déjà bon, repêche-le. On s'en fout de son âge. L'âge aura plus d'importance dans 5-10 ans. Fait que si Vilchinski montre des belles choses cette saison, qui joue des grosses minutes, ou peut-être même évoluer en KHL, je sais pas trop, je pense qu'il va devenir un choix intéressant, possiblement début de 2e ronde, même s'il va pratiquement être un overager à ce point-là. Mais c'est ça, les acquis que je dis, il est gros, il est fort, patine correct, il a un bon lancer de la pointe. Les équipes veulent ça à 6 pieds 6, tu sais. Autre gros bonhomme à surveiller, Carter Amico, que j'ai peut-être, je pense que j'ai parlé un petit peu au dernier épisode, 6 pieds 5, droitier, américain pour le NTDP. C'est sûr qu'on va en entendre parler. Également, là, son coéquipier, Maceo Phillips, un autre gros défenseur, 6 pieds 5, 214 livres, gaucher. Les deux, je pense, vont s'aligner pour le NTDP, donc à surveiller. Sinon, en rafale, d'autres joueurs que je connais pas du tout, là, à part qui sont gros, mais que j'ai sur ma watchlist, parce qu'on est dans cette quête ultime de trouver le prochain géant bon. Ils sont peut-être épouvantables, mais je sais pas. Je lis juste des gros bonhommes. Peyton Kettles, 6 pieds 5, droitier, qui joue pour les Broncos dans la WHL, un des plus jeunes joueurs de la QV. Jacob Rumbach, 6 pieds 6, gaucher, qui joue pour Lincoln dans la USHL. Rio Kaiser, allemand, 6 pieds 7, gaucher. Première fois que j'entends ça comme expression, il a Rio Kaiser. Je connais, il y a Rio larmes, là, mais il y a Rio petits pains artisanaux. J'ai vraiment entendu ça. Rico Alanko, finlandais, 6 pieds 6, droitier. Edouard Bondar, russe, 6 pieds 5, droitier. Arvid Johansson, suédois, 6 pieds 5, gaucher. Arvid. Ouais, Arvid. Arvid quoi? Johansson? Scarlett? Bref, beaucoup de questions ici. Un nom que vous avez peut-être vu aussi passer sur la toile, c'est celui de Alexander Karmanov, éligible en 2026 toutefois, mais j'en parle parce que ça a quand même fait les manchettes.
Défenseur gaucher, mais de 6 pieds 11 pouces, mesdames, messieurs. Il va évoluer dans la Atlantic Youth Hockey League aux États-Unis cette année. Mais puis il est commit à Penn State dans la NCAA. C'est pour ça que ça a fait les manchettes, là. Mais c'est ça. 6 pieds 11 pouces, mais son père a même publié sur X que son fils serait maintenant rendu à 7 pieds 274 livres. 7 pieds, guys. C'est environ la grandeur moyenne d'un Démogorgon. C'est pas rien. Sinon, je vous ai parlé, c'est ça, des joueurs à surveiller, des candidats potentiels pour grimper dans ma liste. Mais l'autre côté de la médaille, il y a quelques joueurs que je dois avouer qui partent peut-être avec un léger retard. Ça sonne bizarre. Je parle par rapport à d'autres joueurs dans ma liste. Bref. Parce qu'on s'entend, on a beau écouter des games de l'an dernier, ce qui compte, ça va être l'année à venir, probablement au point d'ignorer ce qu'on a vu dans les années passées à suivre. Mais c'est ça, il y a certains joueurs qui ont peut-être des préjugés défavorables à leur égard, du moins pour ma part, mais préjugés qui pourraient rapidement tomber si ils me prouvent le contraire. Mais c'est ça, des joueurs que je sens que je suis peut-être moins high que les autres. Le premier, l'éléphant dans la pièce, j'en parlais d'entrée de jeu en début d'épisode, mais Jakub Izvozniak, 6 pieds 3, produit un malade, puis je sais, je l'ai classé 9e dans mon classement préliminaire. Sauf que ce que je disais, puis ce qui est important de remettre en contexte, c'est que je l'avais de 9e, mais il y avait quand même beaucoup d'anticipation comme quoi qu'il allait se ramasser là, plus qu'il méritait d'être là. Bref. Parce que les outils sont intéressants, puis il y a tellement de potentiel dans le cas de Izvozniak, mais il y a beaucoup de mes visionnements, beaucoup, c'est pas comme si je l'avais vu 20 fois, là, mais plusieurs, je devrais dire, de mes visionnements, dans lesquels je suis grandement demeuré sur ma faim, puis c'est vraiment pas le Linka Gretzky qui m'a convaincu dans son cas non plus. Il a vraiment connu un tournoi décevant. Si j'avais à ressortir un classement, aujourd'hui je le ferais pas parce que ça n'a pas de crise de sang sortir 2 classements avant le début de la saison. J'aurais peine à le classer, à classer Wozniak dans mon top 15. J'aurais peine à justifier cette décision-là. D'ailleurs, selon Elite Prospects, en fait, il rapportait que la centrale de recrutement l'aurait déjà baissé d'une coche. Donc, il est passé de espoir de niveau A à espoir de niveau B. La saison n'a même pas commencé. Fait que bref, on va suivre ça dans le cas de Jakub Izvozniak, mais le profil est tellement intéressant. Il y a tout pour être une sélection top 15, top 10. Faut juste qu'il montre de la constance puis de la production. Ensuite, il y a Sacha Boumedienne, puis ça et tout, c'est weird parce que je vous en ai parlé, je vous l'ai vanté. C'est un défenseur de 6 pieds 2. Pourtant, c'est le profil de gars que j'aime. Puis, c'est pas que je le déteste. C'est juste qu'on... Tu sais, je pense pas... Je suis pas si low que ça sur lui, mais je suis pas excessivement high non plus. En fait, la nuance à apporter ici, dans le cas de Sacha Boumedienne, c'est que on le voit dans beaucoup de top 15 publics. On parlait de lui comme quasiment un choix de top 10 en début de saison. Je veux dire, l'an dernier. Mais en ce moment, je m'attends que je vais le classer davantage autour du 25-30e rang. Je pense l'avoir présentement même 31e, mais comme je vous dis, ça varie de jour en jour là, à chaque fois que j'ajoute des visionnements dans mon fichier. Mais ça, évidemment, il est beaucoup trop tôt pour canner tout ça. Là, je le répète, là, prenez ça avec un grain de sel. Mais il est possible, puis pas de mais, là, il est possible que je sois juste tombé sur des mauvaises games de lui, en fait. Mais je vais vous lire les notes que j'ai prises sur lui lors de mon dernier visionnement, qui est une game de l'an dernier toutefois. Fait que c'est ça, à prendre avec un grain de sel, mais j'ai dit que Boumedienne il a montré des beaux flashs en zone offensive, mais que j'ai des questions sur son patin, principalement sur son explosion, puis également sur ses mains. Je trouve que c'est ça, il a fait des nombreuses mauvaises passes, mais il a, à l'inverse aussi, fait quelques passes brillantes. Son arme principale semble être son lancer, mais c'est ça, il semble pas avoir le reste des outils pour être vraiment un corps arrière efficace en zone offensive. J'ai noté, c'est ça, qu'il jouait sur son côté faible toutefois, fait que c'est ça. Mais il y a l'étiquette de joueur offensif, de défenseur offensif,
mais j'ai noté qu'il me donne davantage des vibes à long terme d'un défenseur bottom 4, défensif puis imposant, capable d'amasser quand même un 20-30 points, mais c'est ça, pas un corps arrière ni un défenseur de première paire. Fait qu'on va voir. Puis c'est ça. Puis après d'avoir pris ces notes-là, comme je disais, Scott Wheeler, il a sorti son classement. Puis il l'a présentement 30e dans les mêmes eaux que moi. Fait que je suis peut-être pas tant dans le champ de ne pas l'avoir présentement top 15. Fait que on va voir ça. L'autre nom qui va peut-être vous surprendre, qu'on entend aussi beaucoup dans les top 15, mais c'est Luka Radivojevic, défenseur de 5 et 10. C'est juste que vous le savez que c'est pas mon jam, les petits défenseurs, à moins d'un talent générationnel ou exceptionnel. Mais c'est ça. Je m'attends de voir Radivojevic glisser en cours de saison. J'en parlais tantôt, là, que ces petits défenseurs-là commencent souvent très haut dans les listes, mais plus qu'ils se rajoutent des gros bonhommes dans le portrait, plus qu'ils glissent. Je m'attends de le voir finir possiblement entre 45 et 60e. Ça se peut que ça devienne un vol, on va voir. C'est un feeling de même, mais je respecte, c'est ça, grandement son talent offensif. Mais ça reste un gars de 5 et 10. On va faire une analogie avec une autre de mes passions que vous connaissez peut-être pas, mais les board games. Ça va être rapide, là. Il y a beaucoup de gens dans les board games qui aiment et qui adorent, voire même vénèrent le jeu Catan. Pour plusieurs, Catan, c'est un des meilleurs jeux ever. Puis c'est legit comme take parce que c'est un des jeux les plus vendus de l'histoire. Mais moi, j'aime pas ça, Catan. Tu sais, je pense pas que Catan, c'est une nécessité dans une collection de jeux. Il y a d'autres alternatives. Il y a d'autres jeux du genre qui font la même chose, mais mieux. Puis aussi, personnellement, moi, j'aime ça, les jeux plus costauds, avec un peu plus de viande. C'est un peu ça, mon problème avec les petits défenseurs aussi. Tu peux en avoir dans ton équipe, t'as le droit. Mais juste un. Parce que, tu sais, t'aurais pas 3 copies de Catan dans ta Calax, là. Quoique, ben, il y en a qui l'ont, mais bon. Tu peux bâtir une foutue belle collection avec des jeux qui ont plus de complexité, de lourdeur puis de qualité que Catan. Puis comme Catan, les petits défenseurs offensifs, ils ont des qualités évidentes. Puis c'est normal que ce soit les favoris de plusieurs. Parce que c'est le fun, tu sais. Puis on l'a vu l'an dernier avec les Kiviariu Hudson, que plusieurs partisans voyaient en première ronde, puis qui ont glissé. L'année d'avant avec Sandy de Pelika, il n'a pas glissé, Sandy de Pelika, mais même genre de profil. Cette année, ça va être Luka Radivojevic. Peut-être qu'il ne glissera pas, mais bref. Je répète, je ne juge pas ceux qui aiment les petits défenseurs ou qui aiment Catan. C'est définitivement parmi les défenseurs les plus fun à voir jouer à chaque saison, surtout dans les compétitions internationales. Puis si vous écoutez que les compétitions internationales, c'est normal que c'est les défenseurs qui attirent le plus votre regard. Mais moi, personnellement, j'aime les gros défenseurs avec de la mobilité, même si c'est plus plate à regarder. Comme les board games, j'aime les gros jeux qui prennent beaucoup trop de place pour rien, puis qui prennent beaucoup trop de temps à expliquer, puis qui génèrent aucun plaisir, et qui génèrent même de l'agonie mentale. J'ai un problème. Fin de l'analogie. J'ai ensuite 3 joueurs du NTDP, mais ça, honnêtement, ça pourrait vraiment revirer de bord rapidement dans leur cas. Le premier, c'est Cole McKinney, que plusieurs ont dans leur top 32. Il y en a même qui disent que c'est le meilleur joueur du NTDP cette année dans cette équipe-là. Bref, j'ai dit 2 fois la même chose, je suis fatigué. Mais c'est ça, si leur pêchage était demain matin, j'aurais de la misère à repêcher McKinney avant la 3e ronde. Je dis ça de même. Je peux dire ce que je veux. McKinney, il y a des limitations offensives importantes, mais surtout, je trouve que son patin n'est pas de calibre LNH, puis c'est ça le gros red flag pour moi dans son cas. Il a beau être bon défensivement puis amener de la robustesse, je trouve qu'il est présentement pas capable de toujours suivre la game à haute vitesse, du moins. Puis, il n'a pas l'agilité ni les mains pour ralentir le jeu à son propre rythme lorsque la rondelle. Mais il y a toutefois, c'est un bon lancer, des bonnes habitudes de pro, très, très, très dangereux autour du filet, en échec avant. Mais c'est ça, s'il peut améliorer son patin, il y a peut-être de quoi
à faire avec lui pour évoluer sur un bottom six dans la LNH. Mais le gros problème, je l'ai pas dit, c'est que c'est pas comme s'il faisait 6 pieds 2, 6 pieds 3. Il fait seulement 6 pieds. C'est pas qu'il est petit, mais tant qu'à aller drafter un grinder dans ces eaux-là, va pas chercher un gars de 6 pieds que son patin est possiblement problématique. Fait que pour moi, ce serait difficile en date d'aujourd'hui de justifier une sélection en première ronde. Puis là, je parle de son patin qui est déficient, mais c'est peut-être moi qui ai une mauvaise évaluation de lui. Je l'ai pas vu 1000 fois non plus, mais quand je l'ai regardé jouer, ça me sautait aux yeux. Mais sur Elite Prospects, il y a quand même 2 personnes qui endorsent son skill de speed, ce qui va complètement à l'encontre de ce que j'ai vu. J'ai peut-être vu les mauvaises games, peut-être aussi que j'ai besoin de lunettes. Puis même Wheeler va un peu dans ce sens-là aussi. Il dit qu'il y a un patin above average. Personnellement, c'est pas ça que j'ai vu. Peut-être que je suis une drama queen, guys. Fait qu'à suivre. Parce que c'est certain que si McKinney, au final, patine bien, ou bref, avec la hang qu'il a puis tout ça, il y a quand même le potentiel de devenir un de mes coups de cœur. Ce serait un beau revirement de situation. Parce que c'est ça, c'est un profil que j'adore normalement lorsqu'ils ont un bon coup de patin, puis un plus gros gabarit quand même, mais bref. Fait que c'est ça, pour l'instant, beaucoup de questionnements qui demandent, qui exigent des réponses. Dans le cas de Cole McKinney. Ensuite, j'ai William Moore, qui est un autre sur qui j'ai bizarrement mes réserves, puis j'ai peine à expliquer pourquoi. En fait, je sais que j'en ai déjà parlé dans mes présentations des joueurs possiblement top 15, mais c'était beaucoup basé sur l'œil public, je dirais, et non mes évaluations personnelles. Parce que j'ai hâte au début de la saison pour que William Moore puisse me séduire. Parce que sinon, je m'attends à davantage de classer entre 15 et 25 ou même 20 et 30 peut-être même. Moore, il est bon, mais il me jette pas à terre. Je le trouve efficace, je le trouve très intelligent avec et sans la rondelle, mais il me génère pas beaucoup d'excitation quand je le regarde. Encore une fois, c'est peut-être que je suis tombé sur les mauvaises games parce que ça reste un centre two-way de 6 pieds 2. Normalement, c'est dans ma palette en Saint-Sapin, ça. Mais on dirait que le déclic, c'est pas encore fait. À l'inverse, j'aime beaucoup plus que son coéquipier Fundrick apporte. Même s'il est plus petit, je trouve que c'est ça. Il m'excite beaucoup plus. Puis il aurait mérité, là, c'est ça, une mention parmi les joueurs là, qui pourraient grimper dans les classements. Surveillez ça, Fundrick. Puis le dernier du NTDP que je veux parler, ben, lui tout, ça me fait quand même de la peine de le mettre là, mais c'est LJ Mooney. En fait, don't get me wrong ici, Mooney, c'est possiblement un des joueurs les plus excitants de la QV, comme Adam Benak, mais Crime Ben à 5 et 6, il va inévitablement perdre des gros points dans mon système d'évaluation. Là, on ne se fera pas de cachette. Puis les chances qu'il devienne un joueur d'impact à 5 et 6, on va... c'est ça. Hein? Vous le savez, j'accorde beaucoup d'importance au plancher et à la certitude. Je viens d'en parler pendant beaucoup trop longtemps, comme tout bon autiste qui fait une obsession sur les jeunes hockeyeurs ainsi que sur les tableurs Excel. Bref, Mooney, il y a un plafond élevé, mais on peut pas parler d'une valeur sûre là, à 5 et 6. Là. C'est ça mon problème. 5 et 6, il y a une culotte qui touche en dessous des aisselles, Batins. Je vous mens pas. On dirait qu'il y a une bosse dans le dos, c'est vraiment drôle. Mais c'est un crème qui est le fun à avoir joué. Il y a aussi Colin Potter, ou comme dirait Drago Malfoy, Potter, qui est dans la même situation, lui aussi, là, un peu plus grand, là, à 5 et 9, mais hyper talentueux. Parce que je rappelle, les petits joueurs, les équipes sont quand même réticents. L'an dernier, Thomas Galvas, 5 et 10, a même pas été repêché à cause de son gabarit. Puis Alexander Zetterberg, attaquant de 5 et 8, que lui aussi a été boudé. Dans les deux cas, on parlait à un certain moment de choix possiblement de première ronde. Ils ont même pas été repêchés dans les 7 rondes du repêchage. Bref. Sinon, lors du Linka, un des joueurs qu'on surveillait, c'était Matthew Schaefer. Là, j'ai fini de parler des joueurs que j'aime pas. Juste pour être clair. Matthew Schaefer, défenseur que je vous disais qui allait probablement être considéré pour une place dans le top 5, voire même top 3 lors du repêchage.
Ben, il est excessivement bien fait lors du Linka. Pas la plus grosse production, 6 points en 5 parties, mais il a très bien joué, capitaine de l'équipe qui a remporté l'or. En fait, il a tellement bien joué que Cam Robinson de Elite Prospects, il est allé d'une prédiction à l'effet que Matthew Schaefer pourrait sortir 2e au total lors du repêchage. Puis il y a Adi Kalakesh de Dauber Prospects qui a dit la même chose, je pense que c'était hier. Puis personnellement, si j'avais un mock draft à faire aujourd'hui, on s'entend, c'est crissement trop tôt, probablement que je mettrais Schaefer 2e ou peut-être 3e, là, dépendamment de qui repêche là. Fait que c'est ça, ça achève. Je vais terminer ça sur un sujet là, plus sérieux. Là. Je trouve que j'ai dit beaucoup trop de niaiseries aujourd'hui. Je vais me reprendre un petit peu là, avec... On parlait des Canadiens de Montréal, 2 secondes. Vous savez que c'est un sujet très sérieux que j'hésite même parfois à parler parce que je sais que les gens prennent ça beaucoup à cœur et il faut vraiment que je marche sur des œufs lorsque je parle des Canadiens de Montréal. Mais je pense que l'organisation du tricolore nous cache quelque chose. En fait, j'ai pris le nom de tous les jeunes joueurs de l'équipe dans le but de trouver des anagrammes, des mots cachés, des messages codés dans le nom de ces joueurs-là. Et ce que j'ai trouvé est troublant. C'est pas peu dire. D'abord, Cole Caulfield. Peut-être que vous le saviez, là, je pense, c'est peut-être connu, là, mais Cole Caulfield, c'est un anagramme pour Cocu défaille. Nick Suzuki, c'est un anagramme pour Kick un Uzi. Le gun, là. On salue le roi Enoch d'ailleurs. Ivan Demidov, c'est pas pour rien qu'il a glissé, là. C'est parce que c'est un anagramme pour Dovni Mevida. Lane Hudson, lui, c'est clair que c'est pour ça qu'il a glissé. C'est un anagramme pour Honte l'anus. Le prochain, c'est là que ça devient vraiment troublant, c'est que c'est un duo de défenseurs qui ont un message caché qui va ensemble. Logan Mayou, c'est l'ail au Mongol. Puis Caden Goulet, ça veut dire Ligue de Cannes. Fait que si ces deux-là jouent ensemble dans le futur, il y a vraiment anguille sous roche. Puis finalement, ben c'est ça. David Reinbacker, ben il y en a plusieurs. Là, c'est vraiment pas pour rien qu'ils l'ont repêché devant Michkov ou Leonard. Là, c'était connu, dans les coulisses. Vous avez peut-être déjà entendu ça, mais ça, David Reinbacker, c'est un anagramme pour chanvre débridé. Ou encore, parce qu'il y a 2 versions, mais l'autre version, c'est Banda chier ivre. Banda de chier ivre. Fait que je veux pas partir de rumeurs, don't get me wrong, mais c'est troublant pareil, on va se le dire. Est-ce des coïncidences? Je ne crois pas. Fait que ça va être tout pour moi aujourd'hui, en espérant que cet épisode a pas été trop lourd. J'ai nommé beaucoup de gars que personne connaît, mais c'est ça, je suis comme un chat civette qui produit là, du copilouac. J'ingère tout ce que je peux, je le digère, puis je vous le redonne sous forme de produits consommables, du moins je crois. Si vous savez pas c'est quoi là du copilouac ou les chats civettes, je vous invite à aller googler ça, c'est très éducatif ici. Puis si c'est pas déjà fait, je t'invite, toi, à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur YouTube. En fait, si tu pouvais m'aider à atteindre les 1000 subscribers sur YouTube, ça serait génial! Je pourrais vous commencer à vous inonder de publicité. Fait que c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Puis on se revoit très bientôt pour un autre épisode du podcast Briser la glace. Merci, bye!